Donc, je suppose que les gens qui sont avec nous dans cette salle-ci sont tous intéressés par les deux communications de Frédéric Bribosia et de Chantal et Laura, Chantal Giguère et Laura Nicolas. Nous avons une thématique sur les évaluations aujourd'hui. Je vais me taire, je vais laisser la parole à Frédéric depuis la Belgique qui est avec nous. Merci, merci de vous joindre à nous. Et n'oubliez pas, vous pouvez communiquer, partager dans le Q&A, dans le questions et réponses. C'est un moyen de faire des partages de commentaires que nous allons récupérer ensuite dans la période de questions, chat et Q&A. Donc, Frédéric, la parole est à vous. Je vais partager, moi, par contre, mon écran pour accéder évidemment au PowerPoint que vous avez préparé, qui est ici. D'accord. Bien, merci Laure, merci d'accepter de me soutenir dans la technique. On va peut-être mettre... Oui, voilà. Merci beaucoup. Mais merci aussi au comité organisateur pour l'invitation, pour la confiance également. Je suis assez impressionnée, hein. Je n'ai pas fort l'habitude de rentrer dans des symposiums, mais voilà, j'espère que je vais pouvoir soutenir au mieux la réflexion de ce symposium. Bon, j'avoue que ça m'aurait bien plu de monter dans un avion et de vous rejoindre directement sur place. Enfin, c'est des belles rencontres de cette façon-là. Alors, d'où je parle, peut-être quelques mots de présentation pour bien situer mon propos. Donc, je suis Frédéric Bribosia. Car Laure, tu peux passer si tu veux bien. Ah, je te tutoie, Laure, là-dessus. Oui, aucun problème. Donc, je passe à la suivante. Quand je me mets au travail, je tutoie. Oui. Oui, mais nous aussi. Il faut juste que j'enlève ma barre. Elle est mal placée, évidemment. Et là, voilà. Nous y voici. D'accord. Et donc, je suis Frédéric Bribosia, comme vous l'avez vu sur le programme. Et, pardon, je suis coordinatrice pédagogique ou conseillère pédagogique, peut-être pour reprendre la terminologie que vous utilisez, au sein, alors accrochez-vous, du département social Cardaigne de la Haute École Louvain en Hainaut, dans la partie francophone de la Belgique. Et donc, je suis responsable de la mise en œuvre et de l'adaptation du programme de formation, donc d'étudiants et d'étudiantes en travail social, donc des futurs travailleurs sociaux. Et je suis garante de dispositifs pédagogiques et de procédures d'évaluation équitables, inclusives, donc pour soutenir la réussite et l'accès au diplôme. C'est quand même ça le but. J'ai écrit garante avec des guillemets parce que je ne travaille bien sûr pas toute seule. Tout ça se fait en partenariat étroit avec la direction, le secrétariat académique, le service inclusion de la haute école et évidemment toute l'équipe des enseignantes. Alors la dimension inclusion, en tout cas les directions que l'on doit prendre pour soutenir l'inclusion des étudiants s'inscrit dans un décret, donc il y a un cadre légal pour l'enseignement supérieur. Il y a eu un premier décret en 2014, mais j'aurais envie de dire c'était un peu une ébauche. C'était surtout centré sur les personnes qui, ou en tout cas les jeunes, les futurs étudiants et étudiantes, qui étaient porteurs d'handicap moteur ou sensoriel. C'était surtout ça la préoccupation. Je fais juste une parenthèse pour dire que dans le département dans lequel je travaille, on n'a pas attendu ce décret pour faire quelque chose, en fait. Donc, on inventait nos propres dispositifs. Ici, ce décret a balisé quelque peu ce que représentait un enseignement supérieur inclusif, a permis des aménagements tout à fait spécifiques, mais a également ouvert à des dispositifs plus collectifs. Alors, j'en parle parce que vous voyez que ce décret, c'est 2014 modifié en 2019. Mais là où je vais vous amener, on était entre ces deux dates. Donc voilà, Laure, on peut passer à la vignette suivante. Oui, ma flèche a encore disparu. Ah, voilà. C'est toujours le problème. Voilà. Et donc, l'objet de mon intervention, on part vraiment d'une posture donc au sein de mon département pour vous situer un petit peu. Donc, mon département qui fait partie de la Haute École
Mais mon département, ça représente 450 étudiants et étudiantes, et ça représente une équipe d'enseignants d'environ 60 personnes, mais beaucoup de personnes qui viennent pour donner un module de cours de quelques heures. Leur métier principal n'est pas le métier d'enseignant. Pour vous situer, on est environ à 30 personnes équivalent temps plein, en fait. Donc, ce n'est pas une énorme structure avec une dimension, j'aurais envie de dire, très familiale. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. C'est les étudiants qui qualifient l'ambiance de cette façon-là, parce qu'on est dans notre bâtiment, tranquille, enfin, voilà. Donc, tout ça donne quand même une dynamique avec beaucoup de discussions, d'échanges informels, de rencontres sous forme de réunions, mais aussi entre deux portes et beaucoup de partage. C'est important de le préciser parce que ça donne un peu d'éléments de compréhension de comment on a pu travailler. Et donc, j'essayais de voir à quel moment on a vraiment commencé à se préoccuper de la question des étudiants, des étudiantes qui souffrent de troubles de l'apprentissage. Je vais utiliser cette terminologie générale, ou parfois je dirais 10, de façon un peu générique. Hein. Donc derrière ça, évidemment, il y a toutes les spécificités, toutes les difficultés. En 2016-2017, ben, je vous disais, on était dans les débuts d'une approche institutionnelle et décrétale inclusif pour l'enseignement supérieur, et on pensait surtout aux étudiants, aux étudiantes porteurs d'un handicap moteur ou sensoriel. Et à cette époque-là, mais déjà bien avant, mais en tout cas, j'aurais envie de dire, les enseignants, on était vraiment, je vais le dire très, avec beaucoup d'humilité, dans une posture complètement d'incompréhension, de méconnaissance, une posture extrêmement naïve sur la question des troubles de l'apprentissage en enseignement supérieur. Je reprenais un peu quelques phrases qui se disaient. Je n'ai pas osé les écrire telles quelles dans le PowerPoint parce que ben, c'est quand même très naïf, vous allez voir. Mais bon, c'était la réalité dans laquelle on était. Comment est-ce possible que des étudiants dans l'enseignement supérieur n'aient pas encore réglé leurs problèmes de 10, en disant pour nous, c'était vraiment, bon, ben, ça se traite, on le sait, puis une fois, on en guérit quelque part. En quoi et pourquoi, en tant qu'enseignant en haute école, on devrait prendre en compte ces difficultés d'apprentissage dans l'évaluation des écrits. Je me rends compte que je parle déjà un peu trop vite, je vais ralentir. Il et elle, en parlant des étudiants, ben, n'a qu'à faire appel au service inclusion, demander des aménagements spécifiques. Moi, en tant qu'enseignante, je n'ai pas à me préoccuper, juger de ces difficultés personnelles, ou bien aussi pendant la période d'examen, mais c'est quoi ces étudiants qui bénéficient d'un temps supplémentaire pour leur examen? Nous, on reste là plantés dans l'auditoire à attendre qu'ils aient fini, et ils rêvassent et ils n'en font rien. À quoi ça sert? Enfin, voilà. Donc, il y avait beaucoup d'incompréhension, avec quand même une vision un peu jugeante, voire stigmatisante, mais qui était liée, et ça tout le monde disait, d'une méconnaissance. En disant comment peut-on encore arriver dans l'enseignement supérieur avec ce genre de problème. Enfin voilà, on en était là. Et puis avec un collègue qui travaille plus spécifiquement justement sur les questions du handicap dans le cadre du cursus des étudiants, ben, on a tenté une amorce d'une démarche de compréhension en disant, ben, parce que ça commençait à crisper un petit peu. Il y avait des résistances et des crispations, et donc voilà. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe, hein, toujours dans l'idée pourquoi est-ce que ce problème n'est pas réglé avant d'arriver dans l'enseignement supérieur. Donc moi, j'ai commencé à faire des recherches dans la littérature, j'ai fait appel au service d'appui pédagogique de la haute école, et il y avait quelque chose d'assez pauvre. Enfin, je veux dire, toutes les informations, les soutiens concernaient vraiment les apprentissages dans l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement obligatoire, donc entre 3 et 18 ans, grosso modo, mais pas grand-chose d'écrit, mais c'est vrai que voilà, ça se réfléchissait. Et puis, j'ai eu un contact, tout ça relève un petit peu du hasard, j'ai envie de dire, avec une fondation qui existe en Belgique francophone, donc la fondation Dyslexie, dont vous voyez l'adresse du site internet, et qui disait que pour eux, ça représentait également un nouveau champ de recherche. Voilà, en disant, on a énormément travaillé pendant des années sur la question des troubles de l'apprentissage durant l'enseignement obligatoire, et il est temps maintenant de se préoccuper de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Et donc, ils étaient très intéressés pour réfléchir avec nous sur cette question-là. Et donc, une proposition a été faite d'une matinée de formation. Donc, voilà, en disant, ben, il faut se retrousser les manches, se mettre au travail, s'intéresser et essayer de comprendre ce qui se passe et voir comment nous, on peut agir par rapport à ça dans l'enseignement supérieur. Donc, cette matinée de formation a vraiment été créée avec mon collègue, moi-même et deux formatrices de la Fondation Dyslexie. Voilà, Laure, tu peux suivre.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, en fait, une quinzaine d'enseignants ou d'enseignantes participent. Alors, ça ne semble pas grand-chose, et je dois dire que moi, ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ça. En me disant, on est vraiment dans quelque chose qui était vraiment à la marge, je n'oserais pas dire anecdotique, mais par rapport à tous les enjeux des chantiers pédagogiques, etc. Quand je dis une quinzaine d'enseignantes qui participent, en sachant qu'il y a 30 équivalents temps plein, donc à une période, un moment où les enseignants sont plus dans leur correction d'examen, etc. Et donc je me suis dit, tiens, il y a quand même plus de gens que ce qu'ils imaginaient qui sont intéressés par cette question-là. On a travaillé vraiment avec une ligne de conduite qui a été amenée par les formatrices et qui ont vraiment tapé sur le clou par rapport à ça, qui était la question de l'estime de soi, en disant que c'était un enjeu fondamental pour ces jeunes qui, pendant toutes leurs études dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, avant d'arriver en haute école, c'était souvent des jeunes qui avaient quand même été beaucoup bousculés dans l'estime de soi, avec vraiment un sentiment qu'ils allaient devoir faire des efforts surhumains pour réussir leurs études, qu'ils allaient devoir tout le temps lutter, que quelque part, ils n'étaient pas aussi intelligents que les autres, et que ce n'était pas si sûr. Pour beaucoup, c'était un peu un défi de rentrer dans l'enseignement supérieur. Donc, il y avait vraiment quelque chose en disant mais je crois que je peux quand même y aller. Et donc, l'importance aussi de continuer à valoriser cette estime de soi. Et donc, toutes nos attitudes, nos commentaires et tout ça pouvaient mettre à mal cette estime de soi. Donc, je viens assez rapidement sur le contenu de la formation. Donc, on a d'abord été mis en situation, on a dû confronter nos représentations, toutes nos méconnaissances, nos regards complètement naïfs. On s'est mis dans la peau, j'aurais envie de dire, dans le cerveau de l'étudiant 10, donc avec des exercices de lecture. Enfin, on a été très, très impressionnés. On n'imaginait pas ça du tout. On a reçu des repères théoriques sur les impacts neurologiques, physiques, psychiques qui sont la conséquence de ces troubles de l'apprentissage. Et donc, je peux dire qu'après 2 heures de formation, on a vraiment basculé de cette posture d'incompréhension au départ vers une posture de compréhension, et ça aboutit à, oui, ça nous concerne nous aussi, enseignants et enseignantes en haute école. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas notre problème, et on a compris, ça c'est fondamental aussi, que ça ne se guérissait pas. Voilà, je parle un peu platement, enfin voilà, que l'étudiant qui arrive dans les études supérieures a vraisemblablement pu développer un ensemble de stratégies, a pu avoir une certaine confiance en soi, a été soutenu dans son apprentissage qui lui permet de rentrer dans l'enseignement supérieur, mais les troubles sont toujours présents. Mais il sait peut-être mieux comment y faire face. Et grâce au soutien aussi des aménagements spécifiques, donc ça peut donner aussi une confiance. Si ce n'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'étudiants qui ne font pas la demande d'aménagement spécifique, et notre souhait n'était pas nécessairement d'obliger tous les étudiants qui étaient en difficulté d'aller demander des aménagements spécifiques. Quelque chose qui m'a frappée aussi dans cette matinée, c'est que ça a amené un retour réflexif chez les enseignants et enseignantes qui participaient sur leur trajectoire de vie personnelle et familiale. Donc en fait, bon nombre d'enseignants qui étaient là autour de la table, finalement étaient là aussi parce qu'eux-mêmes avaient connu des trajectoires d'apprentissage extrêmement difficiles à cause de ces troubles, liés à ces troubles, et quelque part se retrouvaient enseignants en haute école, mais en disant comme si c'était un problème personnel et une difficulté qui avait toujours dû être un petit peu cachée. Ou bien des enseignants qui avaient des enfants qui vivaient ces situations-là, et donc il y avait des effets miroirs par rapport aux étudiants qu'ils avaient en face d'eux. Donc voilà, c'est peut-être une des rares fois quelque part dans un projet de formation où il y a quelque chose qui s'est tellement entremêlé entre la responsabilité professionnelle de l'enseignant et le vécu personnel. Et ça s'est auto-nourri, si je peux dire. Donc au terme de ces 2 heures de formation, ça n'a pas duré longtemps, on s'est demandé comment et où agir. Laure, on peut passer à la vignette suivante. Je regarde l'heure pour être sûre que je ne déborde pas. Non, ça va. Il est 16. Merci. Et donc, en réfléchissant avec les 2 formatrices, on s'est dit, mais peut-être une première chose à faire, c'est élaborer, c'est mettre en œuvre peut-être une charte qu'on a appelée la charte repère pour l'élaboration des questionnaires pour les examens écrits. Et donc, l'idée de cette charte repère pour l'élaboration des questionnaires pour les examens écrits,
c'était dans une perspective de promotion de la réussite pour tous et toutes. On est parti de l'idée, ce qu'on met en place pour soutenir des étudiants qui ont des difficultés tout à fait spécifiques, ben, ça ne peut pas faire de tort aux autres. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a abordé, sans trop bien le savoir, une démarche inclusive d'emblée. C'est comme quand on fait de la poésie sans le savoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé en fait dans tout ce processus. Et on s'est dit aussi que finalement, mettre en place des repères communs pour soulager l'effort de lecture et soutenir l'effort cognitif, donc la concentration et la structuration de la pensée, était intéressant pour l'ensemble des étudiants. L'ensemble des étudiants en situation d'examen est en situation de stress et a besoin, enfin en tout cas, ça lui permet, si on soutient son effort de lecture et si on soutient son effort cognitif, on ne peut qu'espérer d'avoir quand même des résultats un peu plus agréables, des questionnaires, des réponses qui sont plus adéquates, et c'est satisfaisant pour tout le monde, pour l'enseignant qui corrige et qui est content de voir que son enseignement a bien percolé, et pour l'étudiant qui se dit « Ah ben j'ai quand même bien réussi mon examen ». Donc on était dans ces deux dimensions-là. Alors, je vais vous présenter cette charte. Merci, Laure. Donc, ça, c'était les deux formatrices de la Fondation Dyslexie qui disaient quand même combien c'était essentiel de soutenir cet effort de lecture et de soutenir cet effort cognitif. Donc, on a travaillé sur l'élaboration des consignes. Donc, on sait qu'en tant qu'enseignant, c'est extrêmement compliqué de faire des consignes d'examen. Voilà, parfois on veut être nuancé, enfin voilà, c'est un travail de longue haleine, d'année en année, qui se revoit. Comment est-ce que l'étudiant va bien pouvoir comprendre ce que j'attends de lui? Et donc, dans cette perspective de soutenir l'effort de lecture et soutenir l'effort cognitif, c'était de réduire la quantité de texte en privilégiant des phrases courtes, plus ou moins 20 mots. Il y avait une tendance quand même pour des enseignants de s'étendre. Et finalement, on ne voyait plus très bien où était la question dans la quantité de phrases qui apparaissaient sous forme. Enfin, il y avait un point d'interrogation. On voyait bien que la question, enfin, qu'il y avait une question, mais c'était parfois difficile pour les étudiants de comprendre ce que l'enseignant attendait précisément. On demande aussi qu'il n'y ait pas de double négation et d'éviter le métalangage, tel que les métaphores, les figures de style. En ce qui concerne les QCM, on demande d'éviter les pièges. Donc là, on voit tout de suite que c'est vraiment intéressant pour l'ensemble des étudiants et que ça n'a aucun sens finalement d'interroger en faisant des pièges, des choses-trappes, voire de privilégier les textes à trous. On demande que sur une même page se trouvent la question et les sous-questions éventuelles, ainsi que tout graphique et ou tableau qui est en lien avec la question, ce qui évitait quand même aux étudiants de devoir tourner les pages de leur questionnaire dans tous les sens, et d'avoir une structuration claire et régulière des questions, à savoir garder la même logique tout au long du questionnaire. Donc, quand on fait question 1, on ne passe pas à petit a, petit b, puis question 2 avec un romain, en chiffre romain, en chiffre autre. Je vous dis ça parce que c'est ça qu'on trouvait dans les questionnaires. Alors, en ce qui concerne la rédaction des consignes, ben, donc, utiliser les polices Arial ou Calibri, taille de police 12 ou 14, ne pas utiliser l'italique, surligner les mots-clés en gras, agrandir l'interligne à 1,5 et l'espacement, et ne pas justifier le texte pour garantir le même espacement entre les mots. Voilà ce qu'on a appris. Ensuite, oui, merci. L'utilisation des feuilles de brouillon. Donc, ça veut dire que dans le questionnaire, donc, on a les questions qui sont sur le document de droite, sur la page de droite, ben, en regard, sur la page de gauche, se trouve la feuille de brouillon. Ça a été un débat terrible, cette histoire de feuille de brouillon. Enfin, c'était un débat terrible dans le sens que depuis des années, lors du lancement de chaque examen, ben, il y avait les partisans aux feuilles de brouillon, donc des profs qui distribuaient des feuilles de brouillon sans souci, et d'autres qui refusaient absolument de distribuer des feuilles de brouillon. Donc, ce qui veut dire que les étudiants, d'un examen à l'autre, ne savaient jamais s'ils allaient avoir une feuille de brouillon ou pas. Et l'argument des enseignants qui ne souhaitaient pas donner de feuille de brouillon, c'était que si l'étudiant connaissait sa matière, il n'avait pas besoin de feuille de brouillon, il pouvait écrire d'un premier jet, et que c'était aussi un risque de triche et de fraude. Donc voilà, donc il y avait une inégalité dans les conditions d'examen des étudiants par rapport à ça. Ici, on a pu confirmer l'importance de pouvoir structurer sa pensée, de pouvoir structurer sa réponse, même si on connaît la matière par cœur. Il y a une question qui est posée, l'étudiant doit pouvoir réfléchir à comment il va organiser sa réponse.
Et donc, le fait d'intégrer les feuilles de brouillon dans le questionnaire facilitait les manipulations et évitait les problèmes de fraude et de triche, puisqu'on ne savait pas se transmettre la feuille de brouillon dans l'auditoire. Ce qui n'arrivait pas spécialement non plus, mais enfin voilà. Alors, au moment de l'examen, ça aussi, c'était quelque chose d'assez important, c'était de lire à haute voix les consignes telles que rédigées en début d'examen. Donc, pour vous situer très concrètement, quand on organise un examen pour 150 étudiants, on est amené à répartir les étudiants entre 3 et 4 salles d'examen. Et donc, ça veut dire qu'il y a non seulement le titulaire du cours qui est présent, mais également d'autres enseignants qui soutiennent pour la surveillance, pour répondre aux questions, pour faire signer les feuilles de présence, pour récolter les copies, etc., enfin, pour garantir le bon déroulé de l'examen. Donc, ça veut dire qu'on demandait potentiellement à l'ensemble de l'équipe enseignante de lire à haute voix les consignes. Il fallait également accepter que l'étudiant qui bénéficie d'un temps supplémentaire pour son examen, dans le cadre d'un aménagement spécifique, puisse se reposer quelques minutes durant le temps imparti. Que ce n'est pas parce qu'il ne travaillait pas tout le temps alors qu'il avait droit à un temps supplémentaire qu'il rêvassait et qu'il tirait sur la ficelle. Ce temps supplémentaire permettait justement à ces étudiants de se reposer. On a insisté également sur permettre aux étudiants d'utiliser, même dans la copie d'examen, de la couleur. Et enfin, il a été demandé au service d'impression d'imprimer les questionnaires sur des feuilles jaunes pâles ou beige et de procéder à un double agrafage sur le côté gauche pour faciliter la manipulation du questionnaire. Voilà, Laure, tu peux présenter. Alors bon, ben ça c'est juste une page. J'ai essayé de faire un copier-coller du questionnaire. Donc voilà comment ça s'organise. Question 2, puis les sous-questions de 1, de 2. Les questions sont encadrées. Ici, dans la vignette, je n'ai pas pu le faire, mais logiquement, l'enseignant laisse l'écart nécessaire à ce qu'il estime, il laisse la place qui lui semble utile pour que l'étudiant puisse répondre correctement à la question. Donc, ça donne aussi une indication à l'étudiant en disant, ah ben tiens, quelle est la quantité de réponses que j'attends. Je vous dis tout de suite qu'avec les take-home examens, ça ne marche plus du tout, ce truc. Donc voilà, ça, on pourra peut-être y revenir dans le débat. Voilà. Alors, quels sont les effets attendus et inattendus? Donc, d'emblée, je vais vous dire, je n'ai absolument pas les moyens de vous fournir une évaluation stricto sensu. On ne sait pas. On ne sait pas évaluer si la réussite est supérieure depuis ce système-là ou pas. Enfin, voilà, on aurait pu peut-être faire des focus group, enfin des choses ainsi, mais enfin bon, ça n'a pas été fait. Par contre, ce que je peux dire, et je mets des éléments qui me semblent importants pour soutenir vraiment une démarche inclusive, c'est qu'il y a eu une adhésion massive des enseignants à l'utilisation de cette charte et de ce modèle de questionnaire. Il y a eu extrêmement peu de résistance. La seule résistance qu'il y a eu, c'est que les deux agrafes, ça n'allait pas. Donc, parce que ça rendait, quand un enseignant doit corriger 150 copies, c'était assez agaçant parce que ça ne se tournait pas bien, enfin voilà, des choses ainsi. Et donc, on a levé les deux agrafes. On n'en laisse plus qu'une à gauche en disant, bon, ben voilà, ça n'a pas trop d'impact. Ça a permis aussi quelque chose auquel je ne m'attendais pas, une uniformisation de tous les questionnaires d'examen et une lisibilité immédiate de ceux-ci. Il faut savoir que les enseignants étaient toujours restés assez libres, assez indépendants et autonomes sur la façon dont ils rédigeaient leurs questionnaires d'examen. Il faut savoir qu'il y avait un certain nombre d'enseignants qui avaient appris à rédiger des questionnaires d'examen il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu toute l'informatisation, évidemment, donc les débuts de Word, et qui, en fonction de leur intérêt, de leur temps, etc., n'avaient jamais revu le modèle de leur questionnaire d'examen. Donc, pour vous dire qu'il y avait vraiment des questionnaires d'examen qui étaient quasi illisibles. Enfin, moi-même, j'essayais de voir un petit peu en disant, mais il me faut 10 minutes pour comprendre où se trouvent les questions, les réponses, et donc, il ne donnait pas quelque chose de très rigoureux dans la façon dont le questionnaire était élaboré. Et en plus, pour chaque examen, les étudiants devaient plonger dans une logique tout à fait particulière de chaque enseignant. Donc ici, ça donne uniformisation, lisibilité immédiate des questionnaires, donc ça soutient la concentration et la structuration de la pensée. L'étudiant ne doit plus faire face à l'effet de surprise. Donc, il y a déjà l'effet de surprise, ça va être quoi les questions et le stress de comment je vais pouvoir y répondre, mais au moins, il comprend comment le questionnaire est organisé. Je vous disais, les débats autour de l'autorisation ou non d'utiliser des feuilles de brouillon a été tranché. Et je pense qu'on a pu passer d'une démarche individuelle
ou en tout cas de pousser la démarche individuelle demande d'aménagement spécifique. De l'idée, les étudiants, s'ils ont un problème, n'ont qu'à aller demander un aménagement spécifique, un projet collectif, un projet d'école pour soutenir la réussite de l'ensemble des étudiants. Je pense qu'également, on a évité le risque de stigmatisation bien présent dans les salles d'examen, du style « c'est pour qui le questionnaire adapté ?» Parce que ça a facilité aussi de ne plus devoir imprimer des questionnaires en format A3, de faire des questionnaires tout à fait spécifiques avec des polices 14, etc. Voilà, finalement, le fait de le faire pour tout le monde, ça a facilité l'organisation. Alors, je disais que je n'avais pas beaucoup d'éléments à vous amener en termes d'évaluation. Par contre, c'est en termes de ressenti et de retour de la part des enseignants qui disent « mais le fait de lire à haute voix les questions », pour reprendre ce point-là, quand on regarde le non-verbal des étudiants, quand on regarde leur posture corporelle, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme si on voit des « ah oui, ok, ça va, je comprends ». On voit qu'ils sont déjà en réflexion. On voit que le franc tombe, en fait. Et on a le sentiment que ça leur donne un espace un peu de cocon, quelque part. On ne vous laisse pas tout seul avec votre copie à tout découvrir dans le stress quand on retourne la copie tout tremblant, si je peux dire les choses. On prend ça ensemble. Pour l'ensemble des étudiants, et l'ensemble des étudiants découvrent ensemble toutes les questions. Alors, les perspectives et les enjeux, oui, sur la... Ah, pardon. Non, c'est moi qui fais une vignette, mais il n'y a rien d'autre à mettre. Merci, donc voilà, le PowerPoint est terminé. Mais voilà, ce qu'il aurait fallu faire, ou ce qu'on espère faire, c'est continuer tout ce travail autour des syllabus. Alors là, je dois dire quand même que je ne suis pas sûre qu'on aura une adhésion aussi massive et aussi rapide de la part des enseignants. Parce que là, on rentre quand même dans... on rentre dans les syllabus des profs. Je veux dire, donc il y a quand même un risque d'espace de contrôle, de contenu, comment les profs préparent leurs cours. Enfin voilà, ça va amener beaucoup d'autres choses, donc ça prendra beaucoup plus de temps. C'est vrai qu'on a laissé cet aspect-là un peu de côté parce qu'on a été pris par d'autres choses. Il y a eu une grande réforme de l'enseignement supérieur, enfin bon, voilà, qui nous est tombé dessus. Et puis, on a eu le confinement, hein, donc tout l'enseignement à distance. Et donc là, les choses se reposent encore de façon tout à fait autre. Je vous disais la difficulté de penser les questionnaires avec des take-home examens, les documents Word qui sont envoyés aux étudiants. Autre chose, je disais tantôt dans la charte où on demande aux enseignants de ne pas écrire en italique dans le questionnaire. Quand on utilise un questionnaire Forms et qu'on veut intégrer un texte que les étudiants doivent lire dans le questionnaire, ce texte passe en italique. Donc voilà, en janvier, on s'est rendu compte de ça. On a eu des contestations légitimes de la part d'étudiants qui étaient inscrits, qui avaient des aménagements spécifiques et pour eux, c'était inscrit tel quel. Donc, il a fallu repenser vraiment l'examen pour ces étudiants-là. Là, on ne sait pas le faire pour l'ensemble parce que c'est extrêmement lourd pour les enseignants. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop vite. À mon avis, j'ai été trop vite pour la traduction. Je suis désolée. Mais de toute façon, par rapport à la traduction, nous essayons de régler certains problèmes. Ce n'est pas facile, mais merci pour votre communication, votre partage d'expérience, l'authenticité de vos commentaires. On se retrouve beaucoup. D'accord. On a tous beaucoup hoché de la tête avec des processus assez similaires. Des commentaires assez similaires. Donc, ce partage-là, merci. Ça va continuer notre réflexion. Je vais donner maintenant la parole à Chantal et à Laura, qui sont deux professeurs de français langue seconde au collégial. Chantal est du collège Dawson, Laura est du collège Vanier. Toutes les deux ont été et sont donc toujours des membres de UDL à Dawson, donc qui participent à la réflexion sur justement l'inclusion et permettent de faire avancer les choses comme nous allons le voir maintenant. Donc, je me tais et je vous laisse la parole. Merci. Merci, Madame Galipeau, et merci à toute l'équipe du CRISPECH pour l'organisation de ce colloque qui est vraiment très stimulant. Alors, je vais tout de suite faire le partage d'écran et ça devrait apparaître de votre côté. Vous me dites si c'est bon pour tout le monde.
Est-ce que ça vous va comme ça? Parfait. Oui. Alors aujourd'hui, on vous présente notre contenu sur la conception universelle de l'apprentissage à l'épreuve. Et moi, c'est Chantal Giguère. Je suis enseignante de français langue seconde au Collège Dawson. Et je suis aussi co-coordonnatrice de la communauté de pratique e-learning où on soutient les étudiants, mais surtout les professeurs dans le développement de cours hybrides. Et comme l'a dit Mme Galipeau tout à l'heure, Laura et moi sommes aussi fellow UDL à Dawson. Et je vais laisser ma collègue Laura se présenter aussi. Bonjour, je suis Laura Nicolas. Je travaille comme professeure de français au Collège Vanier. Cette année, j'ai été aussi membre de l'équipe de soutien aux professeurs qui enseignent et qui enseignent encore à distance. Et depuis 2017, je suis fellow à UDL Dawson, endroit où j'ai pu évoluer là et j'ai pu beaucoup apprendre. Merci. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'évolution des évaluations, particulièrement de 2 examens, en fonction du changement de contexte d'apprentissage, que ce soit en présentiel, à distance ou encore en mode hybride, pour les rendre les plus inclusives possibles. On vous parle des défis qu'on a eus, particulièrement dans le contexte d'enseignement d'une langue à distance, des stratégies qu'on a implantées avec nos étudiants et de l'impact que ça a eu sur les étudiants non seulement en situation de handicap, mais pour d'autres barrières parfois qu'on n'avait pas nécessairement identifiées au départ. Alors, je vais être la première là, qui va vous présenter ce cheminement là, d'1 an et demi en enseignement à distance, en enseignement en temps de pandémie. Je tiens compte dans ma présentation de tout ce qui a été changé à partir de l'hiver 2020, à l'automne 2020 et à l'hiver 2021. Les étudiants auxquels j'ai enseigné ont le français comme langue seconde. Ils sont de différents niveaux. Et pendant la pandémie, je me suis rendu compte que certains d'entre eux étaient à Montréal, d'autres autour de Montréal, et certains de mes étudiants avaient décidé de retourner dans leur pays d'origine, mais de continuer les cours. Alors, je me retrouvais aussi avec des étudiants qui étaient en Asie ou en Amérique latine et qui prenaient le cours tout en vivant un décalage horaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer de quelle façon j'ai adapté ma rédaction en français. Ça, c'est un examen sommatif très important pour le français langue seconde. Et pourquoi j'ai décidé de rendre cet examen-là sous une forme asynchrone. Alors, je vais commencer avec l'hiver 2020. La pandémie, les écoles ont été fermées à la mi-session. Ça veut dire que j'ai eu le temps de connaître mes étudiants, de faire des évaluations formatives, de socialiser, de connaître leurs forces, leurs défis. Et puis aussi, ça m'a donné l'occasion de donner de la rétroaction, de corriger avec eux, de leur faire part de mes commentaires. Je vais toujours me rappeler que la dernière journée d'école sur le campus, je suis allée avec mes étudiants visiter l'observatoire astronomique de notre collège, du Collège Vanier. Et puis, après ça, du jour au lendemain, on a dû se retrouver tous en ligne. Comme je vous disais, à cause du fait que certains de mes étudiants n'étaient même pas à Montréal, à cause du fait que du jour au lendemain, ce n'était pas tout le monde qui avait accès à un ordinateur ou à une pièce tranquille pour travailler. J'ai décidé de rendre cet examen de rédaction en français asynchrone en offrant une fenêtre de 24 heures à mes étudiants pour faire cet examen-là. On pourrait passer au slide suivant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour rendre cette évaluation en ligne accessible à tous? Bien, premièrement, j'ai pensé à bâtir sur du terrain connu et à garder le niveau d'anxiété sous contrôle ou le baisser. Alors, j'ai gardé le même type de format pour l'examen sommatif, ça veut dire les mêmes instructions, la même formulation, la même graphie.
J'ai offert plusieurs modalités de réalisation de l'examen et de soumission. Alors, ils pouvaient le taper à l'ordinateur et l'envoyer par Teams ou tout simplement l'écrire à la main, le photographier et m'envoyer les photos. J'ai ajouté des détails et des précisions dans les consignes. Et puis, je regroupais les consignes de façon à indiquer à mes étudiants un cheminement à parcourir. Autrement dit, ils écrivaient, ils cochaient. J'ai choisi aussi de faire le lien là, avec ce qu'ils connaissaient. Alors, je les ai référés au travail formatif, qu'il s'agissait de notes de lecture, de fiches de lecture, de leur rédaction formative qui avait été déjà corrigée et commentée. Et puis, pour l'examen sommatif, j'ai décidé de corriger en ligne pour que ma rétroaction soit très, très rapide. Ben, c'est sûr là qu'on s'est tous dit, une fois qu'ils vont être seuls en ligne à la maison, ben, le plagiat là va s'immiscer dans ces travaux-là et on avait peur d'avoir tous des moyennes de 100% pour nos étudiants. Mais pour justement là empêcher le plagiat, j'avais déjà pensé à ça avant, j'ai décidé de travailler sur un roman très récent, pas donc beaucoup de copier-coller avec les commentaires qui existent sur Internet. J'ai donné même le choix de 3 romans à lire pour motiver mes étudiants, pour stimuler leur plaisir de commenter par eux-mêmes et de travailler eux-mêmes sur ce texte-là. J'ai accordé des points pour les notes de lecture. Comme ça, j'étais en train de noter le cheminement, pas uniquement le produit final. Et j'ai comparé le travail formatif avec celui sommatif que je recevais. Bien sûr, j'ai offert aussi un choix de sujet. Comme ça, l'étudiant se sent plus à l'aise. Il sent qu'il a quelque chose de pertinent à dire. Alors, il est stimulé à travailler par lui-même et ne pas à chercher l'aide d'une tierce personne. Et pendant les examens, même si je ne pouvais pas être là tous les 24 heures, mais pendant la période que j'avais dans mon horaire réservé pour ce cours-là, j'étais en ligne, le clavardage de Teams était ouvert et de cette façon-là, les étudiants pouvaient m'adresser leurs questions. Comme ça, ils ne dérangeaient pas un autre collègue ou ils ne s'adressaient pas à une autre personne. Et c'est de cette façon-là que j'ai fini la session d'hiver de l'an dernier. J'ai eu le temps de réfléchir pendant l'été et je suis revenue à l'automne avec un cours en ligne et de mes 15 cours, 10 étaient synchrones et 5 étaient asynchrones. J'ai gardé l'examen de rédaction asynchrone parce que les commentaires des étudiants étaient positifs. Et puis, je me suis donné comme objectif dès le départ de bien connaître mes étudiants, même si on était en ligne, même si on n'était pas en présentiel. Donc, j'ai commencé ma session par demander aux élèves de me faire une présentation vidéo de chacun d'entre eux. Pour rendre mes évaluations encore plus inclusives, accessibles, on va passer, merci, à tout ce que j'ai déjà rappelé. J'ai ajouté aussi le travail sur un seul roman parce que j'avais observé qu'en ligne, on allait un peu plus lentement qu'en classe. Alors, je me suis dit, OK, on va privilégier la qualité avant la quantité. Et j'ai commencé à présenter aux étudiants aussi des concepts littéraires là, auxquels ils peuvent relier leur expérience de l'extérieur de la classe. Alors, des concepts littéraires qu'ils appellent le fun, ça veut dire agréable, plaisante à travailler, et qui font appel à leur connaissance de lecteurs, lectrices et de cinéphiles à l'extérieur de la classe. Et je donne un exemple, la mise en abîme pour ceux d'entre vous qui connaissent le procédé et qui aiment la théorie littéraire. Pour les aider à apprendre et pour les aider à se tenir loin du plagiat, j'ai utilisé des jeux interactifs pour les sensibiliser justement aux situations qui impliquent le plagiat. J'ai travaillé sur un roman qui était très, très captivant, qui les tenait en haleine et qui avait une fin
qui se prêtait à des multiples interprétations. De cette façon-là, chaque étudiant avait envie d'exprimer son point de vue. Je les ai appris aussi à citer correctement, à sélectionner des informations pertinentes quand ils allaient lire des articles sur Internet. Je les ai aidés à utiliser bien leurs fiches de lecture à l'examen et j'ai même affiché un tableau pendant l'examen avec le plan de la rédaction à respecter. Aussi, pour qu'ils ne cherchent pas dans le dictionnaire tous les 5 minutes, là, j'ai mis à leur disposition pour l'examen de rédaction un document avec le lexique de rédaction. J'ai présenté, juste un instant, on va revenir, OK. J'ai proposé une quinzaine, vingtaine de sujets à discuter en classe qui pourraient être proposés à l'examen. Et le cours d'avant l'examen, on s'est rencontrés en ligne, une rencontre informelle pour parler une dernière fois du roman, pour poser des questions, pour clarifier les choses. Je suis restée également ouverte à des rencontres individuelles par Teams avec mes étudiants. Et leur rétroaction n'a pas tardé après tous ces changements. On va passer à la slide. OK, merci. Alors, les étudiants, ils ont beaucoup apprécié le fait d'avoir pu travailler à leur propre rythme. Alors, ils ont beaucoup apprécié d'avoir un examen asynchrone de 24 heures. Ils ont beaucoup aimé le fait que j'étais en ligne pour le feedback, pour répondre à leurs questions. Ils ont apprécié la flexibilité. Ils ont apprécié le fait là qu'ils pouvaient me contacter facilement. Et plus que tout, ils ont apprécié le fait que, en tant que prof, j'ai compris de leur feedback que l'école en ligne était plus difficile pour tout le monde, même pour les meilleurs de la classe, et que je fais des adaptations en fonction des besoins de chacun de mes étudiants. Enfin, après tous ces changements et tout ce feedback, je suis entrée en classe virtuelle beaucoup plus rassurée à l'hiver 2021. On était tous, étudiants et professeurs, plus à l'aise avec la technologie. J'ai gardé la formule de 10 cours synchrones et 5 cours asynchrones. L'examen, parce que la rétroaction était positive, je l'ai gardé en formule asynchrone aussi. Vous pouvez voir ici dans la photo le livre d'un de mes étudiants avec ses notes de lecture. Je suis toujours impressionnée là, quand mes étudiants suivent les consignes. Ça fait chaud au cœur. Et puis, on a ajouté d'autres stratégies parce qu'on apprend d'une session à l'autre. Alors, j'ai ajouté encore 2 autres éléments d'analyse littéraire que les étudiants aiment, le fusil de Tchekhov et la métalepse narrative. Et j'ai même organisé en ligne dans les salles collaboratives de Teams une séance d'écriture créative, ça veut dire une séance là, de composition. Et comme ça, je voyais en direct, en ligne, mes étudiants écrire et je pouvais constater leurs défis, leurs talents et leur capacité de se relire, de rédiger et de s'autocorriger. Après ces 3 sessions-là avec des conditions de travail très différentes, à part mon expérience, à part la rétroaction des étudiants, j'ai regardé aussi les chiffres. Et vous pouvez voir que les moyennes là, pour les compositions formatives et sommatives sont d'une session à l'autre très comparables. Alors non, on n'a pas eu de moyenne de 100%, il y a eu encore des défis. Et puis, le fait d'avoir été en mode asynchrone, le fait d'avoir fait des rajustements, ça a gardé pas mal le même équilibre, les mêmes chiffres dans les notations finales. En conclusion, est-ce que j'ai réussi à empêcher ou éradiquer le plagiat? Sûrement pas, je ne suis pas encore rendue là. Est-ce que j'ai réussi à réduire le plagiat? Certainement. Est-ce que j'ai atteint les objectifs de mon cours? J'aurais dû dire avant tout oui, parce que mes étudiants m'ont dit souvent que
mon cours n'était pas angoissant, ils n'ont pas eu de l'anxiété. Au contraire, ils se sont sentis aidés et accompagnés. Et de point de vue strictement technique, là, je considère que le cours a été réussi parce qu'ils ont lu leurs 300 pages, ils ont compris le livre, ils ont eu du plaisir à discuter le roman, expliquer leur point de vue. Et je suis sûre qu'ils ont fait le contenu de leur rédaction parce que j'ai été capable de reconnaître leurs idées dans ce qu'ils ont écrit à l'examen final. Là où j'ai senti la présence de notre paire de mains et de notre cerveau, c'est sûrement dans la correction finale, là où il y a eu parfois de l'aide pour la correction des fautes de langue. Pour ceux d'entre vous là, excusez-moi là, j'ai sauté un peu. Alors, quelle sera la recette pour une évaluation réussie? Bien, premièrement, préparer l'examen étape par étape. Encourager les étudiants à s'exprimer en montrant de l'intérêt pour leurs idées, pour leur point de vue, parce que de cette façon-là, ils vont avoir le courage de travailler, d'écrire par eux-mêmes. Choisir des lectures qui peuvent, qu'un étudiant de 16 à 21 ans peut aimer. Alors, se rappeler un petit peu de ce que nous, on aimait à leur âge et se rappeler un petit peu du fait qu'il y a aussi des différences de goût entre les générations. Faire aussi le lien entre ce qui est enseigné en classe, dans mon cas, mise en abîme, fusil de Tchekhov, Metal-Leps, ainsi de suite, et tout ce qu'eux, ils consomment à l'extérieur de la classe, des bandes dessinées, des livres, des films, etc. Ensuite, garder le focus sur l'apprentissage, sur l'accessibilité du matériel, sur la qualité de la relation avec la classe, sur le partenariat, sur la transparence. Aussi, valoriser le fait que malgré la pandémie, la distance, l'écran, les frustrations techniques, on a réussi quand même à bâtir une relation humaine avec la majorité de nos étudiants, même si les conditions étaient inattendues et parfois difficiles. Enfin, en tant que prof, là, je pense que c'est le temps de repenser le rôle de l'enseignement, de réaffirmer la place du collège, du cégep comme institution qui doit promouvoir la créativité, la flexibilité, et ça s'est vu beaucoup pendant la pandémie, la collaboration éthique et équitable et essayer de diminuer son rôle de facteur de tri social parce que ça s'est vu aussi pendant la pandémie. Enfin, je me donne comme tâche là, de continuer à développer une culture d'apprentissage avec mes étudiants et dans mes classes. Pour ceux d'entre vous là qui s'intéressent au type de transformation ou d'adaptation que j'ai opéré dans mes examens de rédaction, je propose ici quelques pistes à explorer. Et en attendant vos commentaires lors de la période de questions, je cède maintenant la parole à ma collègue Chantal Giguère, qui va vous expliquer sa façon de rendre les examens de compréhension de textes plus inclusifs pendant la pandémie. Merci. Merci, Laura. Vous verrez qu'au Collège Dawson, il y a des similarités, mais des différences aussi, le contexte étant différent. Je vous parle ici de l'évolution d'un examen dans le cadre d'un cours de français obligatoire en langue seconde de niveau intermédiaire. Peut-être pour vous placer en contexte, le cours était déjà en format hybride avant la pandémie. C'est un format d'un combo présentiel, synchrone en ligne et asynchrone en ligne. Et j'avais heureusement déjà commencé à intégrer certains principes de la CUA avant, qui a été notre sauveur en fait. Et pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas dans le système québécois, première année de cégep, ça correspond à la 12e année préuniversitaire ou collège technique, si ça peut vous situer un peu. Donc, je passe rapidement sur, en fait, mes principes de la CEA qui m'ont amené à déjà intégrer ces principes-là dans les examens. Les raisons étaient d'abord une variété, une augmentation des demandes d'accommodement. Donc, pour faciliter les évaluations, des contextes d'angoisse à l'examen, des demandes répétées de temps supplémentaire,
il y a déjà eu une prémisse d'adapter les examens pour essayer de répondre aux besoins du plus grand nombre. Il y avait aussi le fait qu'on avait des étudiants dont le diagnostic n'était pas nécessairement clair en début de session, des barrières qui étaient parfois invisibles ou des barrières qui nous étaient transmises parfois après l'examen, malheureusement, et une difficulté d'accès aux technologies dans nos salles d'examen. Donc, c'était des raisons qui m'ont amené à commencer à intégrer les principes de la CEA avant la pandémie. Et on vous parle ici d'un exemple de modifications qui ont été apportées à un examen de lecture pour tenir compte du changement de contexte d'apprentissage, donc du changement de contexte d'examen, mais aussi pour utiliser l'examen en tant que tel comme un outil d'apprentissage et pour qu'il soit possible pour l'évaluateur, donc le professeur ici, d'évaluer adéquatement les objectifs qui étaient visés. Donc, l'examen étant un double objectif ici. Pour vous situer, il y avait donc 4 contextes différents. L'examen en format papier au départ, qui a été transposé en format électronique, mais effectué sur place, donc de façon supervisée dans un laboratoire d'informatique. Ensuite, au printemps 2020, transposition de l'examen complètement à distance pour les besoins de la pandémie non supervisée. Mais ensuite, amélioration importante de l'examen qui a été conçu dès le départ dans un contexte d'enseignement 100% à distance, qui n'était pas possible pour nous avant la situation de la pandémie. Il y a eu plusieurs défis et je vous invite dans les prochaines étapes à voir ce qui peut être transférable pour votre contexte d'enseignement. Parce que je pense qu'il y a des solutions et des stratégies là-dedans qui peuvent être transférables à d'autres contextes aussi. Donc, il y avait l'impossibilité, bien sûr, de contrôler la communication entre les étudiants qui peuvent facilement se texter pendant un examen quand on est dans Zoom. La difficulté pour moi, sans avoir fait un pilote avant, de mesurer le temps que prend cet examen dans son nouveau format. Normalement, dans les communautés de pratique et learning, on développe, on implante, on vérifie et après, on met en place. Mais là, c'était tout ensemble. La difficulté, comme disait Laura, de voir si l'étudiant a fait l'examen seul et des difficultés techniques. Ensuite, les stratégies que j'ai implantées avec les élèves, c'était d'abord d'offrir différents formats pour le contenu. Donc, on avait le manuel papier ou le manuel électronique. On avait l'examen offert en format papier ou électronique. Et ça, c'était donc quand le cours était en format hybride. Ensuite, de proposer des consignes qui étaient similaires pour la formatif et le sommatif pour aider les étudiants. Et ça a été très apprécié par les étudiants. Fournir les grilles d'évaluation à l'avance et d'avoir des rétroactions personnalisées avant l'examen. Ensuite, de concevoir un examen moins long pour tout le monde au lieu de devoir calculer le pourcentage requis là, de plus pour des situations différentes. Donc, de réduire de quelques questions l'examen peut faire une grande différence dans la confiance, dans le stress, dans la réussite des élèves, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. De personnaliser l'examen en format à distance, particulièrement le vocabulaire, où ils devaient, par exemple, aller eux-mêmes chercher un mot qu'ils avaient trouvé difficile dans l'examen et créer une phrase de leur cru pour le réutiliser correctement. Donc, ils ne peuvent pas tricher à ce moment-là. Et ça les engage encore plus dans l'apprentissage aussi. Pour la dernière version, automne 2020, j'ai aussi imbriqué des stratégies d'apprentissage à l'examen, ce que je n'avais pas fait avant, d'imbriquer des questions d'autocorrection et ensuite d'adapter les questions à l'environnement d'apprentissage. Par exemple, des questions vrai-faux qui ont été remplacées par des questions de justification et qui permettaient tout autant de mesurer la compétence, c'est surtout ça, et de lire les questions à haute voix dans Zoom, mais de fournir dans Moodle la version écrite, donc de donner 2 formats possibles pour les questions d'examen. Ensuite, les principes de la CEA qui ont été intégrés dans cette migration de l'examen, ça a été donc de soutenir la planification et l'élaboration des stratégies de lecture. Donc, par exemple, un wiki que j'ai fait en grand groupe où les élèves devaient, avant l'examen, partager avec le groupe leur stratégie d'apprentissage et ils pouvaient en apprendre de nouvelles. Donc, on va ici avec l'apprentissage par les pairs. Aussi, si vous connaissez le tableau de CAST, donc pour les moyens de représentation, ici, c'est avec l'angle du professeur. Donc, d'avoir un module asynchrone sur les stratégies d'apprentissage en lecture avec le format texte et le format audio et de proposer aussi des rétroactions audio
en complément avec l'annotation sur la copie écrite. Et je vais vous fournir une adaptation que j'ai faite du tableau de CAST des lignes directrices, mais en fonction d'apprentissage à distance, donc pour ceux que ça intéresserait. Les améliorations que j'ai apportées, donc pour vous donner des idées bien concrètes, quand on faisait l'examen papier, certains étudiants avaient le droit au dictionnaire et ne l'apportaient tout simplement pas. Alors qu'en ligne, ils avaient facilement accès à différents types de révisions ou autocorrection, antidotes ou autres qui étaient recommandés, et plus d'étudiants l'avaient utilisé. Donc, ça a eu un impact surtout sur le vocabulaire, un peu sur la grammaire aussi. Certains étudiants ne se concentraient pas sur la bonne tâche pendant l'examen, ce qui faisait qu'il n'y avait pas le temps de terminer parfois, ou il y avait des éléments qui n'étaient pas suffisamment élaborés, et de fournir la grille d'évaluation avant, pendant et après l'examen, quand on le révise. Ça l'a aidé beaucoup aussi. Certains étudiants, dans un contexte de collège anglophone, de cours de français obligatoires, ne font pas toujours les devoirs. Donc, quand ce n'était pas sommatif, parfois, ils étaient moins prêts à l'examen parce que les pratiques n'étaient pas faites. Donc, j'ai alloué des points pour l'engagement, ce qui a permis aux élèves d'être mieux préparés. Les impacts sur les étudiants, ça a été une meilleure compréhension des consignes d'examen. Aussi, les rétroactions personnalisées ont favorisé une amélioration dans les évaluations, une évaluation au plan du contenu, de la structure de l'examen et de la langue aussi, quand la langue était évaluée. Les évaluations plus courtes ont diminué beaucoup le stress chez plusieurs élèves. Dans le sondage non scientifique qu'on a fait, ça a été clair. Et l'accès direct aux outils de révision aussi a amené des résultats légèrement plus élevés pour les élèves plus faibles. Les leçons asynchrones flexibles ont permis aux étudiants d'avoir une plus grande autonomie dans leur apprentissage et certains ont dit dans le sondage que ça les amenait à vouloir continuer à faire du français à l'extérieur du cours, ce qui est déjà beaucoup pour notre contexte d'enseignement. Alors, je laisse Laura terminer avec nos leçons apprises et ça regroupe l'ensemble des deux parties. C'est sûr là qu'on est tous ici, je pense, des personnes très intéressées là par la pédagogie inclusive là. Et puis, il y a quelques qualités là du professeur Udel qui ont été mises à l'épreuve aussi pendant cette dernière année. On a parlé justement dans notre présentation de l'importance de la flexibilité, de l'importance d'être proactif face à l'imprévisible. Ça donne même aux étudiants là, un super exemple, cette façon proactive là d'agir. Et aussi rester à l'écoute des étudiants, de leurs besoins, de leurs barrières invisibles, du soutien dont ils pourraient avoir besoin. Ce n'est pas juste qu'ils apprécient ça et que ça crée, ça tisse des liens, mais finalement, c'est un apprentissage réciproque là, qui se met en place. Parmi les leçons apprises là, pendant cet enseignement en situation de pandémie, la première, c'est que les principes de la pédagogie inclusive s'appliquent dans tous les contextes d'enseignement. Chantal et moi, on avait commencé ce processus de transformation de nos cours avant la pandémie. On a vu pendant la pandémie à quel point c'était important d'être inclusive. Et puis, c'est sûr là que la leçon apprise, c'est qu'on va continuer à l'être autant de temps qu'on va continuer à enseigner. On s'est posé aussi la question tous les deux, est-ce qu'on va avoir une génération COVID? Est-ce que les attentes vont être différentes là, de la part de ces étudiants qui vont arriver au collège là, à l'automne? Est-ce qu'ils vont s'attendre à un autre type de communication, à un autre type d'utilisation de la technologie en classe, à une autre façon de collaborer avec le professeur, mais aussi avec les autres étudiants? Enfin, on a compris que la rétroaction des étudiants est au cœur de notre travail et le moteur de notre prochaine préparation. Et même si ça a été souligné à maintes reprises, je pense que ça mérite d'être rappelé une fois de plus. Et on va vous fournir dans la PowerPoint nos références vers nos
nos portfolios qu'on a fait sous la supervision de Mesdames Galipeau, Soleil et Constantinopoulos de la communauté de pratique UDL à Dawson, donc qui sont disponibles sur le site UDL à Dawson, et certaines des références qui nous ont servi dans la préparation de cette présentation, que ce soit au plan de l'inclusion ou de l'enseignement à distance. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous plus tard durant le colloque ou par la suite également si vous voulez poursuivre la discussion. Et on va être disponible si vous avez des questions et aussi pour Frédéric. Et voilà, je vais arrêter ici mon partage d'écran. Je laisse la parole à Laure Galipeau. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup pour votre partage à nouveau, vos réflexions, votre cheminement. Et ben, ça nous fait tous continuer de réfléchir. On réfléchit dans la même direction et on trouve des pistes qui nous inspirent. Et merci pour ce partage. Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous allons passer à une période de questions maintenant. Vous verrez que dans le Q&A, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Madame Ribausia, d'avoir tout de suite répondu. Donc, il en reste une ouverte que peut-être nous pourrions prendre à l'oral. Ou si vous êtes capable d'aller dans le Q&A et de réécrire. Pour les autres, pour tout le monde, vous avez accès et vous avez également accès aux réponses de Madame Ribausia. Toutefois, on peut fonctionner avec le chat, on peut fonctionner avec les questions-réponses. On peut également fonctionner avec la main levée pour répondre aux questions à l'oral. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je peux répondre à la question de Madame Baudry, si vous voulez, qui demandait les points pour l'engagement. Est-ce qu'ils ont été octroyés pour des évaluations formatives afin d'inciter les étudiants à faire les devoirs et exercices préparatifs? En fait, oui. Dans notre département, dans le plan de cours durant la pandémie, on a choisi, en tant qu'équipe, d'allouer des points pour l'engagement, qui ne sont pas des points pour la participation seulement, d'être présent, mais bien pour les activités qu'ils font durant le cours, que ce soit en mode synchrone, donc dans la plateforme Zoom, dans des activités en équipe, par exemple, dans les breakout rooms, les salles de travail collaboratifs, ou encore dans des leçons asynchrones. Dans notre cas, c'était dans la plateforme Moodle, qui était notre plateforme de formation. Et ça comptait dans la partie travaux, devoirs, etc., pour les inciter à le mieux se préparer possible aux examens. Et ça a fait en sorte qu'ils ne voyaient pas le cours en ligne asynchrone comme quelque chose de facultatif, mais qui faisait partie du cours. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait également moins d'abandon dans ces dernières sessions-là. Ça faisait plus de corrections pour nous parce qu'on devait corriger tous les devoirs. Habituellement, c'était seulement une partie. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire que les élèves se sont mieux préparés. Ils avaient probablement moins de distractions, plus de vie sociale. Ils étaient confinés chez eux. Donc, il y a peut-être ça qui a joué aussi. Mais oui, les points d'engagement, c'était dès le départ prévu dans notre plan de cours. Et on verra après la pandémie si en mode hybride, on continue avec ce format-là. Ça reste à déterminer. Mais ça a bien fonctionné, en tout cas, pour les préparations à l'examen. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Sylvie de Sedler peut prendre la parole? Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas comment donner la parole. Allow to talk. Voilà. Voilà. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est ça, moi, j'avais posé une question dans le chat, vous m'avez répondu, donc je vais méditer sur votre réponse. Moi, ce qui m'intéresse pour les deux présentations, en fait, c'est qu'est-ce qui pousse à passer à l'action de la part des enseignants et qu'est-ce qui pousse, en fait, à dépasser la simple ouverture d'esprit et bonne volonté des enseignants.
là, on est beaucoup des femmes. On sait que les femmes sont plus ouvertes. On a une flexibilité, on a une écoute. Donc, déjà, on est comme un vivier un peu. On a la sensibilité qui fait qu'on... Et puis peut-être l'expérience, peut-être certaines compétences. Mais pour aller plus loin et convertir plus d'enseignants, j'ai bien aimé, Madame Frédéric, parce que moi, je m'intéresse à l'autonomie enseignante, l'autonomie des établissements, les faits établissements, donc vous avez touché un peu, là, ça m'intéresse beaucoup. Mais si je suis plus près de vous et des enseignants, qu'est-ce qui, d'après vous, et je parle pour les deux présentations, qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait être un moteur de changement beaucoup plus grand dans vos pratiques d'enseignant? Puis comme je suis présidente du syndicat des professionnels, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de me dire, mais où sont les professionnels? Je ne vous entends pas dans vos commentaires, les conseillers pédagogiques, les conseillers en services adaptés. Comment vous pourriez, vous les enseignants, pas les amener, mais normalement, ils sont avec vous, ils sont à vos côtés. Puis normalement, dans votre discours, je devrais entendre « Ah, heureusement que le conseiller pédagogique est à côté de moi. » Malheureusement, je ne l'entends pas. Donc, d'après vous, comment on pourrait faire comme ça un mouvement d'abord plus global et plus englobant de tous les acteurs d'un établissement scolaire? Donc, merci beaucoup. Vaste question. C'est vrai que ça surprend toujours de voir combien ça a marché, en fait. Je dis ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte... ça a fonctionné. Je ne m'explique pas encore tout à fait bien, mais ça a été. Les hypothèses que je fais, je pense qu'on est vraiment parti aussi de se retrousser les manches et de se mettre ensemble. Les profs qui étaient intéressés en disant bon, on va essayer de comprendre, en fait. Alors, évidemment, tout le monde n'était pas là, mais bon, ça a quand même été validé par nos structures de comité pédagogique. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont estimé que ça valait la peine. Alors peut-être, c'est peut-être un peu paradoxal, peut-être que ça ne demandait pas encore trop d'implication de la part de l'ensemble des enseignants à qui on imposait quelque part ce questionnaire. Je disais, ce sera autre chose quand on va commencer à regarder ce qui se passe dans les syllabus, dans les syllabies. Parce que là, on touche vraiment à ce qu'on appelle chez nous la liberté pédagogique et les contenus de cours. Donc ça demandera de créer quand même une certaine confiance pour y arriver. Pour répondre en partie aussi à votre question, ce qui me semblait aussi flagrant, c'est que je pense que les enseignants qui ont participé à cette formation et qui, après 2 heures, se disaient « Ok, on comprend mieux », étaient assez touchés dans leur vie personnelle et dans leur trajectoire par rapport à la question des troubles de l'apprentissage. Et donc, n'avaient peut-être jamais osé l'exprimer à ce point-là, en fait. C'est extrêmement difficile quand on est enseignant dans l'enseignement supérieur de pouvoir dire « Moi, j'ai aussi des troubles d'apprentissage » et qui croyaient aussi qu'eux-mêmes auraient dû régler ce problème-là, même s'ils avaient réglé pas mal de choses et développé des stratégies. En termes de travail ensemble, en Belgique, on n'a pas de structure telle quelle de conseiller pédagogique. Enfin, oui, il y avait la cellule d'appui pédagogique de la haute école dont je parlais, mais qui est quand même assez éloignée, qui elle-même n'avait pas grand-chose à me proposer à ce moment-là. Donc, j'aurais envie de dire, on s'est retroussé les manches. Enfin, voilà, simplement. Merci Frédéric. On a une autre question. Ah, Laura voulait intervenir. J'aimerais intervenir par rapport à cette question-là de moteur de changement, là, parce que ça me touche beaucoup, là, et ceux de Udel Dawson me connaissent et ils savent que pour moi, ce moteur-là était grand. Avant d'arriver à des nuances plus personnelles, j'aimerais dire que premièrement, là, faire ce changement dans la classe et devenir plus inclusive, c'est un moyen de lutter contre l'abandon scolaire. Alors, on ouvre la porte là à tous ces enfants 10 qui sont énormément talentueux, dynamiques, créatifs, mais qui ont cet obstacle pour exprimer par écrit ou par d'autres formes leur créativité. Alors, on est en train de perdre beaucoup de potentiel. Et au moment où on récupère ces enfants, ces talents, qu'ils soient diagnostiqués ou non, ça change quelque chose dans notre enseignement. Deuxièmement, j'aime beaucoup avoir une classe là où
l'anxiété a baissé. Parfois, nos étudiants sont un peu, comment dirais-je, agités ou durs un peu envers nous, justement là parce que leur anxiété dépasse les bornes un petit peu. Alors, une fois là qu'on a fait des ajustements dans notre façon d'enseigner, dans notre façon d'organiser la classe, dans le type de documents qu'on met à leur disposition, dans le type d'évaluation qu'on leur propose, soudainement, l'énergie change dans la classe. Je l'ai vécu à travers, je ne sais pas, depuis 2014 que je fais des changements. Je peux vous dire que j'ai vu un changement d'attitude des étudiants envers eux-mêmes et surtout des étudiants envers moi et envers le cours de français. Une autre partie de ce moteur de changement sont les feedbacks. Là, quand un étudiant te dit finalement, j'apprends, c'est la première fois que j'arrive en classe sans avoir peur. Tu sais, j'enseigne une langue seconde et je sais à quel point ça peut nous faire nous sentir vulnérables à n'importe quel âge, le fait d'apprendre une langue, de sentir qu'on repart à zéro et qu'on se sent comme nu dans une rue là, quand on doit parler devant la classe, s'exprimer, sortir des mots et ainsi de suite. Et j'ai aussi un enfant qui vit avec une dyslexie et parfois, j'ai vu à quel point c'est injuste de ne pas donner une chance à cet enfant-là et de l'aider à s'épanouir au même rythme et dans la même classe que tous les autres. Alors, quelque part, là, je pense qu'on travaille aussi une sorte d'injustice, on travaille contre les préjugés, et puis moi, je me sens comme Indiana Jones, là, où, je sais pas, quand je fais ça. Voilà, merci. Merci, Laura. Chantal, tu voulais compléter? Bien, j'ajouterais simplement, pour revenir sur cette excellente question, que pour faire passer le message aux professeurs, à Dawson, ça fonctionne beaucoup par des communautés de pratique. Donc, il y a la communauté de pratique UDL et il y en a plusieurs autres qui touchent la pédagogie et plusieurs de ces communautés travaillent en collaboration. Donc, c'est sûr qu'on a par exemple la communauté de pratique e-learning qui collabore avec UDL, qui collabore avec Active Learning parce qu'on sait qu'un cours centré sur l'apprenant peut être et inclusif et utiliser les bonnes pratiques de cours à distance et être actif en même temps. Et ça passe beaucoup chez nous par la formation, donc que ce soit des webinaires, ce qu'on appelle des drop-in à Dawson, donc c'est des séances des webinaires, des séances de communication entre les profs qui sont mises en place, implantées par des professeurs en collaboration avec nos conseillers pédagogiques du OED. Donc, c'est tout au long de l'année, pas seulement pendant la journée pédagogique annuelle. Et de plus en plus, pendant la pandémie, on a offert donc de la formation régulière aux profs pour leur partager les bonnes pratiques et des exemples de ce que les élèves ont apprécié et qui fonctionne bien. Et je pense qu'en continuant de partager ce qu'on fait, ça peut être une bonne façon d'être un vecteur de changement. Mais bien sûr, ça demeure toujours le choix du professeur à la fin. Mais c'est quelque chose qui est un travail continu. Ça ne se fait pas en une journée, ça prend du temps. Mais en collaborant et en partageant nos exemples avec les autres, bien, ça permet d'accélérer des fois le processus quand on collabore avec nos pairs. Merci Chantal. Nous avions une autre question de Anne Dawn. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour vos présentations qui nous donnent des inspirations. Et j'aurais une question à Madame Laura Nicolas. Pour prévenir le plagiat, une de vos solutions mises en place est de comparer le travail formatif au sommatif. Pourriez-vous expliquer un peu plus en détail cette solution? Y a-t-il des critères à suivre? Merci. Quand je parlais de cette comparaison entre sommatif et formatif, c'est qu'à l'hiver 2020, si vous vous rappelez, je mentionnais le fait que nous, on était à la mi-session. Alors, moitié de ma session était déjà passée. En classe, j'avais travaillé avec eux une rédaction. Je l'avais corrigée. J'avais apporté les travaux corrigés en classe. On avait discuté les fautes, que ça soit amélioration de structure, que ça soit amélioration de la langue. Alors, c'est sûr là qu'au moment où on est passé en ligne et ils ont dû avoir à faire un travail similaire à la maison sans surveillance, en regardant les deux travaux, celui sommatif et celui formatif,
En général, là, il y a toujours une amélioration de 10%. Il y a des choses là qui sont assimilées justement à cause du travail d'amélioration et de correction. Mais il y a aussi un certain niveau, un certain style qui ne peuvent pas changer en 6 semaines. Là. Alors, tu peux pas, quelqu'un là qui a beaucoup de difficultés, par exemple, avec l'écriture, ne peut pas devenir parfait dans sa composition finale 6 semaines plus tard. Alors, c'est pour ça là, que j'ai mentionné que je regarde toujours d'où est-ce qu'on est parti il y a quelques semaines, il y a 6 semaines, et qu'est-ce que ça a donné 6 semaines, 2 mois plus tard dans l'examen final de rédaction. D'ailleurs, je permets à l'examen final à mes étudiants d'avoir une copie de leur composition formative parce que je leur rappelle qu'on a tendance de refaire les mêmes fautes. Alors, avant de commencer ton examen, le jour avant, regarde encore une fois les corrections que la professeure a faites là dans ton travail, juste pour te rappeler quelles étaient les parties là ou les éléments de ta rédaction où tu devais faire plus attention. Et il y a des étudiants qui disent, ah oui, c'est vrai, j'ai un problème là d'accord, sujet-verbe. Alors, OK, quand je vais me relire à l'examen final, je vais mettre une petite note de réviser ça avec plus d'attention. Alors, quand je dis que je fais une comparaison entre formatif et sommatif, c'est aussi parce que je sais que mon étudiant peut s'améliorer, mais pas de façon radicale en 6 semaines, surtout en écriture. Et deuxièmement, je les invite eux aussi à faire cette comparaison, à se rappeler qu'est-ce qu'ils avaient moins bien fait à la composition formative pour ne pas tout répéter dans l'examen final. Est-ce que ça répond à votre question? Madame Douane? Oui, Non, merci beaucoup. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait, moi j'ai vu une autre question dans le question-réponse qui nous vient de Madame Laflamme ou Monsieur Laflamme, je ne me souviens plus. Je pense qu'on s'était déjà rencontrés dans la session, une autre session, mais je ne me souviens plus. Mes excuses. Cela revient à allouer des points pour l'effort. Notre politique d'évaluation des apprentissages ne le permet pas chez nous. Donc, c'est madame, je baisse un petit peu merci de le préciser. Voulez-vous prendre la parole pour expliquer un petit peu plus votre question? Oui, je viens de répondre à Madame Laflamme. En fait, c'était pour préciser que dans notre département, c'était 10 pour, ça entrait dans la catégorie devoirs ou travaux effectués en classe. Et ça peut être, par exemple, un travail collaboratif dans Zoom ou encore une activité individuelle en format asynchrone. Et on avait déjà, avant la pandémie, un pourcentage pour les travaux et devoirs de toute façon. Et ça fait partie de la catégorie engagement. Donc, c'est des travaux formatifs où le but n'est pas d'avoir 100 mais d'avoir fait l'activité. Alors, par exemple, dans le cadre d'un cours de français langue seconde, le fait de lire beaucoup déjà ou d'écrire beaucoup permet d'améliorer l'aisance, l'utilisation des outils et les prépare à l'examen nécessairement. Donc, c'était unanime de notre côté que c'était important de favoriser. Ce n'est pas la participation, c'est vraiment l'engagement, le fait d'effectuer l'activité avec le meilleur de ses connaissances et de prendre connaissance de ses erreurs pour les améliorer à l'examen. Et ça inclut la rétroaction, évidemment, du professeur. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains chez les participants. Est-ce qu'en attendant, on pourrait avoir d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient nous partager leurs exemples d'adaptation d'examen dans leur contexte d'enseignement, peut-être? Je pense qu'il faut lever la main pour que nous donnions l'autorisation de prendre
la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... On leur donne le micro. Mais la question des examens à distance, enfin, en Belgique, mais je ne sais pas si ça a été comme ça chez vous, ça a été quelque chose de... Enfin, ça a été géré de façon assez dramatique et tout ça au niveau des médias. Enfin, les universités ont annoncé de front qu'ils avaient un logiciel anti-triche qui allait tout régler. En passé, enfin voilà, c'était vraiment et de mettre toute l'énergie pour que les étudiants tellement une peur de la triche en fait. Donc évidemment, ces logiciels anti-triche après un jour se sont royalement plantés parce que les bandes passantes, enfin, c'était impossible en fait. Des milliers d'étudiants qui étaient connectés en même temps avec ces logiciels. Et donc il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Et donc, nous, on est toujours partis de l'idée qu'on n'allait pas essayer de vérifier s'ils trichaient ou pas, mais on a dû mettre en place quand même. Ça a amené les enseignants à poser un autre type de questions. Donc, on est parti d'emblée de l'idée qu'on allait faire des examens à cours ouverts, en disant ça ne sert à rien de faire croire qu'ils n'auront pas leur note de cours, leur syllabus. Et ça a amené les enseignants à poser autrement leurs questions et peut-être à faire des examens peut-être un peu plus intelligents. Enfin, tout ça doit encore être évalué parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des choses qui sont à garder pour des examens, même en présentiel. Pourquoi ne pas continuer à dispenser de son enseignement? Parce que ça a eu un impact sur la façon dont les enseignants ont dispensé leur enseignement en vue de l'examen à cours ouverts. Et il me semble que ça nous a permis de penser des choses intéressantes et de ne pas être juste dans une logique comment est-ce qu'on fait pour que les étudiants ne trichent pas. Et donc, s'ils vont... ils vont tricher, quoi. Enfin, voilà, ou ils vont, on disait de façon euphémique, ils vont collaborer. Réflexion totalement similaire Ouais. chez nous. Oui. Et justement assez similaire aussi. Isabelle Baudry est entrée dans la danse des questions. Isabelle. Oui, ben, je suis entièrement d'accord avec le commentaire précédent. Ça nous a forcé à repenser comment on évalue les étudiants. J'ai eu la chance au printemps dernier de donner un cours de linguistique anglaise. Alors, c'était peut-être plus simple pour moi, mais plutôt que de donner un examen plus traditionnel, j'y suis allée avec un texte d'analyse linguistique pour lequel j'ai demandé aux étudiants d'enregistrer un apprenant de langue seconde, de repérer les erreurs et de faire une analyse linguistique de celles-ci. Alors, c'était très difficile de repérer un travail en ligne, de faire du copier-coller d'Internet ou de demander là, à quelqu'un d'autre de faire le travail à leur place, puisque, bon, il faut trouver quelqu'un qui connaît la linguistique un peu pour pouvoir obtenir de l'aide. Donc, ça a été aidant, mais j'avais une solution facile peut-être à ma disposition, mais effectivement, qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Les traducteurs, entre autres, on a des dames en français langue seconde ici. L'accès aux outils traducteurs ont posé beaucoup de mots de tête là, à mes collègues qui donnaient les cours de langue seconde. Je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait commenter à ce sujet-là. Comment bien sensibiliser les étudiants à ne pas y recourir ou du moins à y recourir de la bonne façon, si c'est possible. Merci. Merci Isabelle. Des suggestions, mesdames? Vous avez parlé là de l'enseignement de l'anglais. Ben, nous, en français, justement, là, pour éviter le plagiat, parfois, on a complètement changé la façon de travailler un examen. Par exemple, pour un travail, là, pour un certain devoir, je demandais à mes étudiants de faire des entrevues, 3, 4, 5 minutes d'entrevue avec grand-père ou avec un voisin. Je demandais que ça soit quand même quelqu'un dans leur bulle. Et puis, ça pouvait se passer aussi par Internet. Et poser quelques questions. Retaper les réponses, ça faisait déjà un travail de transcription. C'est le genre de choses que tu ne peux pas vraiment copier quelque part. Oui, de temps en temps, ils m'ont dit, quand le monsieur a dit, ou quand mon grand-père ou quand ma mère a dit ça, je lui ai demandé de répéter ou je lui ai demandé de me dire comment s'écrit. Alors finalement, ça a été une belle occasion pour apprendre quelques mots, pour mieux comprendre une phrase.
Et oui, effectivement, là, tu ne peux pas copier l'entrevue avec la mère d'un autre collègue. Là, ça ne fait pas de sens, ce n'est pas la même situation du tout. Alors oui, effectivement, c'est une bonne idée. Des commentaires par rapport à Antidote, pour ne pas le nommer, et l'usage d'Antidote en salle de classe pour accompagner nos étudiants? Oui, bien rapidement, je peux dire que pour le niveau intermédiaire, Antidote a été utilisé par une partie des étudiants, mais c'était au choix. Et il y avait des réviseurs en ligne qui étaient permis aussi. Et je pense que de leur montrer des exemples de mauvaises traductions avec Google Translate pour voir à quel point parfois ça n'a aucun sens, ça peut leur montrer qu'eux, avec le bon outil, ils ont tellement de meilleurs résultats, même si c'est leur deuxième, troisième, quatrième langue. Et de l'utiliser pas seulement à l'examen, mais avant, et de leur donner la formation nécessaire pour savoir comment bien l'utiliser et non pas juste faire oui partout sans comprendre la correction. Et de faire des activités d'autocorrection avec eux avant, en les soutenant. Le soutien aux étudiants dans la démarche de leur montrer comment apprendre, particulièrement dans un contexte d'apprentissage en ligne, ne pas tenir pour acquis qu'ils savent comment le faire. D'utiliser les outils de correction selon le milieu dont ils viennent. Certains ont déjà acquis cette compétence-là avant et d'autres non. Donc, nous, ça fait partie du cours d'avoir une technicienne du laboratoire de langue qui prend une vingtaine de minutes pour leur montrer comment utiliser Antidote. Et ça fait de bons résultats et ça leur permet de continuer de l'utiliser une fois le cours terminé et de réfléchir à comment, à se relire, ce que même des francophones, des fois, ne font pas toujours. Donc, ça leur montre la façon de procéder pour réviser leur texte et ils apprécient ça beaucoup en général. Merci. D'autres commentaires? D'autres questions? Donc, il est 10h28. Je vais remercier nos panélistes immensément pour vos partages, vos réflexions et les chemins que vous prenez. Nous regardons dans la même direction et on a envie de continuer parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls dans notre petite fenêtre Zoom. Et qu'on peut continuer de faire des chemins et des partages comme nous le faisons en ce moment. Donc, merci beaucoup. Merci. Et puis, nous espérons que vous allez pouvoir continuer de bien profiter du symposium. N'oubliez pas, il y a le tableau blanc dans lequel vous pouvez aller partager. Donc là, c'est sur la plateforme du symposium. Et vous pouvez accéder à ce tableau blanc qui est une murale finalement pour aller déposer réflexions, commentaires, mots que vous avez aimés, citations. Et cela va nous permettre de construire l'atelier collaboratif de la fin du symposium dans lequel nous mettons beaucoup d'espoir. Alors, merci beaucoup. Bon symposium. Belle journée. Merci. Belle journée à tout le monde. À une prochaine fois, j'espère. Au revoir. Absolument. Au revoir. Merci, Madame Bertozia. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Nicolas, et au revoir, Madame Giguère. Merci. Au revoir à vous tous.